société de transport. Donc, c'est un appel d'offres sur invitation. Fait que j'ai pas vu ça passer au SEAO. Mais on a reçu que 2 soumissions. On m'a dit 3, en fait. 3? Ça Qui donc? 2, c'était... Écoute, je ne suis pas sûr que je peux le dire qui a soumissionné pour ces soumissions-là. Oui. Ça, je pourrais y revenir par après, dès que j'aurai l'avis. Okay. Mais il y a 3 soumissions qui ont été faites, effectivement, et la plupart, c'était environ... Pardon? Les prix étaient multipliés par 3. Oui, il y a 2 facteurs pour ça. C'est que généralement, surtout sur l'acquisition d'autobus, par exemple, donc une mobilisation, si on a un contrat de 5 ans, ce qui est la norme généralement, ben c'est amorti sur 5 ans, l'achat d'une mobilisation à travers le contrat, alors que là, on parlait d'une période qui était plus restreinte, et donc l'amortissement était sur une plus courte période, ce qui a fait monter les prix. Mais c'était un achat d'autobus ou c'est un contrat de dessert? Pour l'instant, la Ville pourrait acheter ces autobus, mais ne le fait pas. Le fait à l'intérieur même du cadre du contrat qui est donné par appel d'offres. Hein. Et donc, c'est à la fois l'achat de mobilisation des actifs, et l'opération du service qui est dans le contrat qui est signé avec le transporteur, dans ce cas-ci, la québécoise. Oui. Mais là, il n'y a pas moyen de savoir qui était le plus bas et qui était les deux autres. Ça, je pourrais revenir. Je ne suis pas sûr si je peux le dire légalement. Je vais juste m'assurer pour ne pas tomber dans... Vu que c'est sur invitation, c'est moins public. Oui, mais je dirais qu'il n'y a pas un grand nombre. Généralement, quand je pensais à 2, c'est que généralement, dans le passé, on avait 2 soumissions. Donc, ce qu'on voit comme étant une possibilité pour s'en sortir, surtout parce que le contrat vient échéant, je pense en 2024, donc pour le prochain 5 ans qu'on aura, ça vient vite effectivement, puis le fait est que la Ville n'est pas autorisée à pouvoir gérer son système présentement. On peut à cause qu'elle n'a pas 100 000 habitants. Bien, c'est les 9 plus grandes villes, ou les 9 villes qui ont un vrai système de transport tel que reconnu par le Québec, peuvent le faire, mais pas les autres. Hein. Donc, nous, si on avait la possibilité de pouvoir opérer notre système, de faire en sorte que les chauffeurs soient des employés de la Ville, bien, ça nous permet... Bien, ça nous permettrait au moins d'avoir cette option-là lorsqu'on fait des appels d'offres. Présentement, on n'a pas cette option-là. Ça fait que le peu de soumissionnaires qu'on a, sachant que la Ville ne peut pas opérer le système, on a les soumissions qu'on a. Alors, d'avoir au moins cette possibilité-là, éventuellement, pourrait effectivement nous aider à faire baisser les prix éventuellement. Ça ne veut pas dire qu'on est forcé d'aller là, mais au moins on aurait l'option de le faire. Mais en ce qui concerne le contrat de 5 ans de la québécoise, il y a même du monde dans le transport que je connais qui m'ont demandé comment une compagnie pouvait arriver en soumissionnant si bas. Pour l'instant, on a un service, puis le service a même pu être modifié pour arriver à la réforme du circuit. Alors, et là, ce qu'on voulait faire, c'est augmenter le service sur la ligne rouge là, qui est populaire. Effectivement, mais comme on est arrivé au bout de la flexibilité du contrat qu'on a présentement, on devait aller faire un autre appel d'offres pour pouvoir accroître le système par le chanteau de notre autobus et l'opération de plus grande fréquence, si l'on veut, sur la ligne rouge. Et ça chemine. Pour la cuisine de rue, vous avez un premier règlement qui a été adopté. Pouvez-vous résumer un petit peu où on est rendu là-dedans? Bien, il va y avoir 2 règlements. Le règlement de zonage, en fait, qui va délimiter les endroits où il sera permis de faire de la cuisine de rue. On parle généralement de food truck, les camions de rue. Au niveau des endroits où ça va être généralement autour de parcs, autour de terrains sportifs, par exemple, qui appartiennent à la Ville. Ce sera toujours sur un terrain de la Ville. Maintenant, il reste aussi d'autres modalités à mettre en place. Et ça se fait à travers un règlement sur la cuisine de rue, donc un règlement cadre, qui lui va déterminer les conditions sur lesquelles ça peut s'appliquer, pendant quelle période de l'année, à quel tarif, le nombre de licences, et ainsi de suite. Donc, dans les 2 cas, on aura différentes conditions qui seront imposées. Et on rappelle que c'est un règlement qui est une première émotion depuis fort longtemps et il se veut évolutif dans le sens où on va examiner de quelle manière ça fonctionne cette année pour faire des modifications qui pourraient être nécessaires pour les années suivantes. Entre autres, une question ce soir qui nous est arrivée, qui est une question pertinente, à savoir pourquoi est-ce qu'on ne permettait qu'aux commerces locaux de pouvoir tenir la cuisine de rue, mais c'est parce qu'à l'heure actuelle, et toutes les villes le font présentement, on ne veut pas nécessairement que des gens viennent de l'extérieur pour profiter du marché touristique à Rimouski pendant 4 mois et ainsi priver les restaurateurs locaux qui, eux, opèrent souvent 12 mois par année de revenus qui peuvent les garder viables. On veut s'assurer qu'il n'y aura pas cette conséquence négative pour les restaurateurs locaux. C'est un des éléments qu'il faut monitorer. Éventuellement, si on s'aperçoit que ce n'est pas un problème, mais il y aura des modifications pour cet élément-là comme pour d'autres. Puis, vous avez refusé une demande de dérogation de la part des immeubles Gauvin qui visait la création de logements là, dans un secteur commercial. Pourtant, on manque de logements, on a de la difficulté à accueillir tous les étudiants de l'UQAR, on souhaite densifier le centre-ville. Ça a été longuement considéré par le conseil municipal, mais ce qui est arrivé au bout du compte, c'est que le manque de logement n'est pas une raison pour faire n'importe quel genre de logement. Puis là, c'est la conversion de bureaux commerciaux en 2 unités dans un sous-sol avec vue sur un stationnement. Présentement, on désire que le secteur commercial, plus demeuré commercial, le secteur résidentiel. S'il y a des grands projets qui peuvent effectivement nous aider à atteindre
nos objectifs en matière de rétablir le seul équilibre, on va y aller 2 unités. Pour l'exemple que ça donnait de pouvoir convertir 2 espaces qui étaient minimes dans un sous-sol avec une conversion d'édifice commercial, pour nous, c'était pas vraiment l'endroit où on voulait aller. Mais cette réflexion-là a eu lieu au conseil municipal. Mais c'est surtout des édifices commerciaux qui sont au centre-ville. Comment la ville compte procéder à Non, mais dans ce coin-là, sur Saint-Germain-Est, c'est presque uniquement commercial, à moins d'avoir certains éléments comme dans un 2e étage, par exemple, mais de le faire dans un sous-sol n'était pas... Ou même dans un rez-de-chaussée, il faut que ça reste commercial. Ça pourrait être difficile, effectivement. Donc, c'est une réflexion qu'on a eue. Ça n'a pas été une courte réflexion, ça a été long, mais comment on est arrivé à cette décision-là? On désire encourager les bons projets au centre-ville qui vont nous permettre aussi d'accroître la qualité de vie. Alors, dans ce cas-ci, ça ne répondait pas à ce type de barème. En parlant de développement, vous avez fait une déclaration par rapport à Pointe-au-Père. Pour ceux qui l'auraient manqué, pouvez-vous nous résumer? Oui, le projet va aller de l'avant. C'est un projet qui est important, dont on a besoin. On parle de possibilité de 800, peut-être même jusqu'à 1000 unités. On verra lorsqu'on aura les résultats de la consultation avec les citoyens, mais les consultations sont là pour que les citoyens puissent nous aider à faire du projet le meilleur projet qu'on peut avoir. Il faut comprendre, puis j'entends souvent l'argument, on ne devrait pas développer là, mais on devrait développer davantage au centre-ville. Bien, c'est un faux choix. On va développer là et au centre-ville également. Parce qu'on a besoin d'ici 5 à 6 ans pour atteindre le seul équilibre de 2500 à 3000 unités. Alors, au centre-ville, ça paraît facile de le faire, mais déjà, on a par exemple le garage municipal, l'ancien terrain du garage municipal, qui pourrait accueillir probablement une tour d'habitation s'il était proprement décontaminé, ce qui est possible éventuellement si on a un bon projet. Bien, on pourrait faire peut-être un 12 étages à 170 unités. On a besoin de 2500 à 3000 unités. Alors, ce n'est pas une question de savoir si un projet va se dérouler ou va être recréé là. Il va y avoir un projet. La question et la consultation portent sur la manière de le faire. Alors, c'est important de pouvoir lancer ce message-là pour que la population puisse comprendre et encourager la population à participer aux ateliers de consultation et à la consultation en ligne qui se déroule actuellement. Mais même le problème avec les consultations, j'en ai fait l'objet d'une chronique que vous avez sûrement écoutée, M. le maire, c'est que là-dedans, on sème on pense là, que ce sont les citoyens qui vont se mettre à table, qui vont dessiner des projets, qui vont. L'acceptabilité sociale là, dans le développement urbanistique dans une ville, tu ne peux pas l'obtenir. Il y a toujours quelqu'un qui va perdre le soleil en quelque part. Donc, ça ne serait pas là, de trop faire de consultations, de trop promettre de choses aux gens. Non, pas du tout. On a besoin de le faire en premier lieu. La loi nous l'exige. Oui, ça oui. La loi nous l'exige. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme nous exige ce niveau de consultation pour un programme particulier d'urbanisme qui est la méthode que l'on a choisie pour développer un milieu de vie à Pointe-au-Père. Alors, on fait des consultations pour dire aux gens, on aura un développement là. On comprend que c'est un milieu qui est prisé, qui est aimé. Dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de le développer, mais on n'est pas dans un monde idéal présentement. Alors, qu'est-ce que vous verriez à l'intérieur? Ça ne veut pas dire que les consultations, tout ce qui va être dans le projet, qui va être proposé à la fin de l'été, va avoir tous ces éléments-là. Mais pour nous, ça nous donne des éléments de considération pour savoir ce que la population qui se sent touchée par ce projet-là, ce développement-là, aime avoir. Donc, pour nous, c'est plus d'informations. Mais ce n'est pas une garantie que tout ce qu'on va entendre autour de la table va être intégré dans le projet, ça c'est clair. Par la suite, il y aura une autre consultation qui va suivre après que le concept soit déposé. Encore une fois, c'est la manière dont le programme particulier d'urbanisme fonctionne. Et après ça, bien, ça va cheminer jusqu'à l'adoption du programme particulier d'urbanisme, qui est comme un plan d'urbanisme dans le plan d'urbanisme, et on pourra procéder. Contrairement au changement d'usage, qui bien souvent exige un référendum, ce qui explique pourquoi on n'a pas pu modifier la rue du Sieur, parce qu'on voulait mettre un usage jumelé. Les résidents s'y étaient opposés et auraient le droit d'opposer le projet par référendum. Et auraient été les seuls à voter, donc vous auriez perdu le référendum. Dans le cas d'un programme particulier d'urbanisme, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle la loi nous exige un tel niveau de consultation. Sur le logement, le FAC Rimouski, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, en fait, c'est le programme c'est une des promesses qui ont été faites durant dans le plan de lutte contre la pénurie de logement, qui a fait la création de crédit de taxe foncière pour le développement jusqu'à un maximum de 35 ans pour le développement du logement social, mais surtout abordable, parce qu'il n'y a plus vraiment de nouveaux programmes de logements sociaux. Alors, pour ça nous prenait un règlement qui nous dit pour des projets pour le FAC, et éventuellement aussi pour du logement social si on a du nouveau financement. Mais la Ville donnera une contribution qui va être celle demandée soit par la SHQ ou celle demandée par, disons, la SCHL pour différents projets qui vont être développés à Rimouski.
Et donc, il y a une garantie de pouvoir donner ce crédit taxe jusqu'à un maximum de 35 ans. Si la contribution municipale demandée est supérieure, on pourra voir de quelle manière on pourra compléter notre subvention. Généralement, ça va être inférieur. Ça pourrait être 15 ans, ça pourrait être 20 ans, ça pourrait être 25 ans. Alors, ça, c'est le règlement qui va nous permettre de mettre de l'avant ce programme de crédit taxe foncière. Et jusqu'à tout récemment, en fait, même encore aujourd'hui à l'heure actuelle, le crédit taxe maximal que la Ville peut donner pour un projet de logement social ou abordable est juste de 5 ans. Alors, ce n'est pas suffisant pour atteindre notre contribution demandée. L'avantage de procéder de cette manière-là, c'est que ça donne plus de prévisibilité pour les agences qui travaillent sur le logement social et abordable. Sachant ce que la Ville peut donner, ils peuvent l'inclure dans le programme, dans leur plan d'affaires, sans avoir à négocier constamment avec la Ville, puisque la Ville demandait vraiment une viabilité du projet auparavant et ça ralentissait les projets. Madame Bossé? Non? OK. La carrière en question, c'est la carrière de M. Lachance, de Mario. C'est bien ça. Mais ça veut dire que là, il peut continuer d'opérer, mais il ne peut pas... l'agrandir. Il ne peut pas l'agrandir. Donc, il ne peut pas creuser, il ne peut pas... Ben, en fait, c'est pas vrai. Ce que la Ville a fait, c'est de ne pas appuyer sa demande, parce que la demande est au CPTAQ. Là, c'est au CPTAQ, Donc, la Ville dit, nous, de notre côté, on ne juge pas que la carrière doit agrandir, mais la décision finale revient au CPTAQ. OK. Mais on sait que s'il y a une carrière de moins dans la région, les prix vont monter. Oui, c'est pas une question d'une carrière de moins, c'est une question d'agrandir la carrière actuelle. Ouais. Alors, mais on comprend la question du besoin pour fournir ce matériel-là. Oui. On le comprend, mais... C'est proche. Ouais. Autre chose, moi, là, j'ai lu, en tout cas ici, là, OK, dans le dossier de M. Viel, là, le règlement n'a pas été adopté aujourd'hui. Il risque d'avoir un référendum. Ça pourrait être le cas, effectivement, s'il y avait des... Okay. C'est un changement de règlement. Si je ne m'abuse, est susceptible d'approbation référendaire. Oui, je pense que oui. Oui, effectivement. Sur 2 ou 3... Je pense que oui, mais c'est un élément et c'est des changements qui étaient désirés depuis longtemps, mais la Ville ne voulait pas le faire par simple dérogation, puis c'était des changements assez significatifs. Donc, on avait suggéré qu'il y a effectivement une demande de fait de changer le règlement plutôt que de faire des dérogations mineures, ce qui a été fait par ce projet-là. Est-ce que la Ville de Rimouski est en train de se doter d'une police secrète, politique de signalement des actes répréhensibles? Non, en fait, je n'ai pas nécessairement la manière que c'est présenté, mais c'est en fait une politique pour protéger les lanceurs d'alerte, les whistleblowers. Les gens veulent dénoncer des situations. C'est une politique qui est mise de l'avant pour tenter d'assurer une protection de ces gens qui veulent dénoncer des situations. Comme par exemple? N'importe quoi, qu'il y a des choses qui se passent dans un département, puis... OK, à l'intérieur? Oui, à l'intérieur de la ville. Oh, à l'intérieur des employés. C'est ça. C'est présentement, s'il y a une volonté de dénoncer une situation, il y a toujours une peur inhérente au fait de perdre ses relations de travail ou perdre son emploi. Alors, c'est la raison pour laquelle on voulait aller de l'avant avec une forme de protection des gens qui voudraient dénoncer des situations qui le jugeraient problématiques. Ça va être public? Est-ce qu'on va pouvoir avoir ça sur un document bientôt? Les politiques de la Ville devraient être disponibles. Pour l'instant, on arrive avec... c'est une affaire nouvelle, là. Oui. Je pourrais te revenir avec une copie. OK, c'est bien, parce que c'est intéressant. Je pensais quasiment qu'on... En fait, la politique a été adoptée, donc la politique devrait être disponible. Comme toutes les politiques de la Ville. Parfait. Et toujours sur le logement, il y a quelques terrains là, qui sont à vendre au centre-ville. Est-ce que la Ville va se prémunir de son droit de préemption? Pour l'instant, dans les terrains, il n'y en a pas qui sont soumis au droit de préemption. D'un côté, s'il y a des terrains qui sont à vendre, la Ville peut tout à fait désirer ou démontrer son intérêt pour l'acquérir. Alors, on regarde la situation avec attention. Parce qu'il y a le beau terrain de l'ancien PFK quand même. Donc, effectivement, c'est un terrain qui est intéressant. Je ne peux pas en dire davantage pour l'instant. Mais là, en fait, si vous appliquez le droit de préemption, qui va le construire? C'est ça. Moi, j'ai un terrain à vendre. Et vous dites, là, on l'achète là, parce que j'ai négocié avec un acheteur, donc vous allez me donner le même prix. Je pense que dans des situations, ça peut être... Le droit de préemption est généralement avant qu'un terrain soit disponible, parce que avant, on peut dire, la Ville est vraiment intéressée parce qu'elle a un projet pour ce terrain-là, il ne nous appartient pas. On peut procéder avec une offre d'achat, mais si l'offre d'achat est refusée, on veut empêcher qu'il soit vendu à quelqu'un d'autre sans qu'on puisse profiter. Mais ça veut de notre dire côté, que pour les terrains qui sont déjà en vente, il n'y a rien qui empêche la Ville de faire une offre d'achat si c'est dans son plan de développement. Pour le laisser vague ou pour le construire? Non, c'est carrément pour avoir un développement. La Ville n'achète pas des terrains pour les garder vagues. C'est clair qu'il va y avoir des intérêts de développer. Maintenant, c'est quand même une situation récente, alors on n'est pas encore rendu au bout de la réflexion par rapport à ça. Mais c'est clair que si la Ville achète des terrains, ce sera pour les garder vagues.
dans un contexte de pénurie de logement, dans un contexte où on a besoin de revitaliser le centre-ville au point de vue commercial aussi. Oui. Ce sont toutes des avenues qui sont intéressantes. Mais pour un endroit comme celui-là, ce serait intéressant d'avoir un projet qui soit structurant. Je n'ai pas de définition. J'ai pas de définition de ce qu'est un projet structurant. Ou même un projet privé. Ah, bien sûr. Sur un terrain qui appartient à la ville. Je comprends pas. Ben, ça veut dire que la ville ne développe pas de logement à part que du logement social. Donc, si tu achètes le terrain du Kentucky, tu mets quoi là-dessus? Tu mets du logement social. Ou encore, on peut trouver le bon investisseur pour un projet qui va être jugé comme structurant et stimulant pour la ville. Ou encore un projet de mixité résidentielle commerciale. Ou encore, il y a beaucoup de possibilités où la ville peut aller de l'avant. Alors, je pense que ce sont des éléments pour lesquels il faut le considérer. Je ne dis pas qu'on va faire une offre d'achat sur le terrain. Je dis juste que dans cet élément-là qui est disponible, comme dans un autre où j'ai carrément exprimé publiquement le fait que c'est intéressant que la ville puisse faire l'acquisition des terrains de l'exploit agricole. Oui. Ben, ce sont tous des éléments qui, je pense, pourraient permettre à la ville de bouger dans la bonne direction au niveau du développement résidentiel, par exemple, dans le cas de l'exploit agricole. Donc, dans le cas du terrain de l'expo, ça pourrait être revendu à un promoteur, comme vous faites dans votre réserve foncière. Ou encore, on peut faire comme vous faites à Pointe-au-Père. Oui. Exactement. Donc, c'est dans ce cadre-là que ça serait intéressant. Et je pense que la ville est en mode de recherche, pas seulement d'acquisition, puis je l'ai mentionné tantôt, au niveau des terrains qui pourraient être exploités au centre-ville. S'ils sont laissés vides et vacants par les promoteurs privés, ben, la ville peut peut-être avoir un meilleur usage et trouver les bonnes personnes pour le développer. Mais on parlait tantôt du terrain du garage municipal, qui est impropre à l'habitation, mais qui est propre à l'hôtellerie. Et c'est la même chose pour le terrain du IGA, l'ancien IGA. Dans l'hôtellerie, on fait déjà des approches pour des gens qui pourraient être intéressés. Oui, c'est bien, mais moi, c'est pas sur le fait d'un projet ou l'autre. C'est le fait que comment on peut dire qu'un terrain est impropre à l'habitation pour mettre un bloc appartement dessus, quand il est propre pour mettre un hôtel. Moi, je ne suis pas ingénieur, je peux peut-être fournir, mais je présume que c'est la longueur où on demeure. Si on demeure dans une résidence, on demeure à l'année. Si on demeure dans un hôtel, on demeure pour des périodes de temps qui soient limitées. Je présume que c'est la logique derrière, mais ça, je pense qu'il y a des ingénieurs qui pourraient probablement compléter la réponse. Parce que le terrain le plus pollué de Rimouski, c'est le terrain où sont les deux tours. Ça, je le sais, il y avait une dombe quand j'étais jeune là. Écoutez, moi je ne suis pas ingénieur, alors je ne peux pas répondre aux problèmes d'ingénierie, mais effectivement, dans le cas du garage municipal, il y a une contamination qui, présentement, il a été décontaminé pour permettre du commercial. Et je sais que ça prendra une contamination supplémentaire pour y aller pour du résidentiel. Si on a un bon projet de construction résidentielle qui vient sur place, moi, je vais être ouvert à le faire. Mais c'est une question d'avoir le bon projet. On n'ira pas décontaminer pour un coût de quoi? 4, 5, 6, 8 millions? J'ai aucune idée à quoi ça va coûter, mais ça va être assez dispendieux sans avoir de projet devant moi. Alors, j'ai besoin de pouvoir avoir des projets qui pourraient nous inciter à pouvoir investir dans une décontamination plus complète. J'ai parlé à monsieur le directeur de Servilla. Il manque encore 4,5 millions pour la première phase des Sœurs du Saint-Rosaire. Je travaille toujours à obtenir l'argent. On va la trouver où? C'est à Servilla de poser la question, c'est eux qui font le montage financier. La Ville a déjà une contribution significative pour cette phase de développement-là. Parce que le directeur de la SHQ était ici la semaine dernière. Tout à fait, oui. Je l'ai rencontré aussi. Alors, comme on sait qu'il y a effectivement un montant qui reste à ficeler, c'est à Servilla de pouvoir remplir les conditions pour aller chercher le montant, probablement une subvention complémentaire de la part de la SHQ. La SHQ ou de la SCHL. Oui. Alors, oui. Vous allez faire une piste cyclable sur Léonidas Sud? Ben oui, piste cyclable et trottoir également, en prévision de la construction du lave-école. Donc, on a besoin de pouvoir promouvoir la mobilité active. C'est le concept du lave-école, alors on fait notre part dans ce sens-là. Puis j'ai entendu dire aussi qu'avec les travaux que vous alliez faire sur la rue Cathédrale, à partir de la 2e rue, bientôt, il y aurait une piste cyclable intégrée, nord-sud. Il y aura des éléments de mobilité active, je pense, dans la plupart des projets de réflexion de route dont on aura besoin pour l'avenir, particulièrement ceux pour lesquels on a besoin de travailler sur la tuyauterie, qui, dans bien des cas, doit être remplacé. C'est clair que c'est des éléments qui nous intéressent. La semaine dernière, il y avait des employés municipaux à qui j'ai parlé, qui étaient en train de marquer la rue. Ils sont d'abord les employés municipaux. Oui. Non, effectivement, ça nous intéresse, puis c'est clair qu'à partir de maintenant, on aura besoin d'inclure du développement de mobilité durable dans les projets de la ville de Rimouski pour les routes. C'est un gros plus. D'ailleurs, il y aura plus d'informations qui vont sortir lors du dévoilement du plan quinquennal des investissements, des immobilisations. Et aussi, durant le dernier lac à l'épaule, il s'est parlé beaucoup de l'infrastructure des rues à Rimouski. Tout à fait. C'est une question qui nous préoccupe et sur laquelle on travaille. Au-delà de dire qu'il faudrait mettre des millions pour pouvoir faire les rues, il faudrait procéder à l'évaluation de ce qui pourrait ne pas fonctionner non plus. Puis c'est la raison pour laquelle,
avant d'y aller vers des investissements, on voulait savoir pourquoi est-ce que les rues se dégradaient si rapidement. Ouais. Ce que je peux vous dire en primaire, parce que c'est pas une question comme beaucoup de gens le pensent, de la La recette. qualité de l'asphalte. La Non, recette, la elle a recette été est bonne. évaluée Ah par ouais. des firmes externes, puis Ah ouais. c'est vraiment le bon dosage, la bonne recette qu'on a Ouais. pour notre climat, pour la ville. Alors, pense. il faut voir maintenant les manières de faire, les manières de l'appliquer. Et le fond. Et la fondation aussi, mais Oui. ça peut être le cas dans certains endroits, d'autres non, mais ce sont des éléments qu'on examine présentement. Parce que là, Jocelyn va à Saguenay. Oui. Tu pourrais lui dire que s'il passe par l'autoroute 73, qu'il regarde comment c'est fait une vraie autoroute. Ouais. Et puis dans la ville de Saguenay, puis de Jonquière, j'arrive de là, j'ai passé la fin de semaine là. Des craques dans les rues, des trous comme on a ici, puis des patchs une par-dessus l'autre. Il n'y en est pas vu. J'ai fait le tour de la ville 2 fois plutôt qu'un. Il y a d'autres villes aussi qui s'en Oui, déjà. Donc, il ouais. faut apprendre, effectivement. Puis Ouais. on a consulté, on a regardé d'autres villes où ça se faisait. On a vraiment, pendant un an de temps, vraiment fait Mais l'ensemble. Jocelyn va sûrement vous en parler. Bon, j'en doute pas. Oui. Merci.